Au moins 12 soldats maliens ont trouvé la mort dans une attaque attribuée aux djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le Génim. Plusieurs assaillants ont été neutralisés alors que certains ont pris la fuite avec quelques matériels militaires appartenant à l'armée malienne. L'épidémie de choléra sévit au Cameroun, à l'extrême nord du pays, un bilan d'environ 28 morts enregistrés pour 1000 cas déclarés. Dans la région, les autorités sanitaires camerounaises sont à pied d'œuvre pour une mesure de riposte. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Génim, ont attaqué dimanche 9 août le principal camp militaire de l'armée dans la localité de San, dans le centre du Mali. Au moins 12 militaires ont été tués et du matériel militaire a été emporté. Les assaillants sont arrivés vers le principal camp de l'armée malienne de la localité de San à moto, d'autres à pied. Certains étaient vêtus de l'uniforme de l'armée régulière pour se faire passer pour des alliés. Cette offensive a été revendiquée par le Génim, tandis que dans un communiqué publié, l'armée malienne évoque une simple tentative d'attaque sur l'emprise Fama. Après des échanges de tirs, le calme est revenu dans la ville. J'ai remarqué que les combats ont eu lieu entre 200 et 300 mètres du camp. Plusieurs terroristes ont été tués par des militaires, mais d'autres ont fui. Certains se sont même cachés dans des maisons et d'autres sont partis dans la forêt. À 8 heures, les militaires nous ont demandé de rester cachés dans nos maisons. C'est entre 12 heures et 13 heures qu'ils nous ont demandé de retourner à nos occupations. La situation est maintenant rentrée dans l'ordre et les gens circulent librement, explique un habitant. Au moins 12 militaires maliens ont perdu la vie et les sorts de plusieurs autres étaient toujours incertains ce dimanche soir. L'armée régulière, dans une déclaration, affirme contrôler le camp militaire. Depuis la mi-juillet, une épidémie de choléra frappe l'extrême nord du Cameroun. La maladie récurrente dans la zone a refait son apparition dans les districts de Fotokol, Mada, Makari et Kolofata. Selon un bilan provisoire, 28 morts sont à déplorer sur environ 1000 cas déclarés dans la région. À l'hôpital de district de Moura, au moins un patient se présente chaque jour depuis le début de l'épidémie. En juillet dernier, selon le docteur Nikem Ramsang Judith, médecin au centre de traitement du choléra de Moura, nous avons reçu au total 16 cas. Cette épidémie touche l'ensemble de la population, les enfants, les femmes et les personnes âgées, explique-t-elle. Depuis le début de l'épidémie, on recense environ 1000 contaminations pour au moins 28 morts. Au ministère camerounais de la Santé, la riposte s'organise. Le docteur Céline Maïrous Goutida coordonne le centre de prévention et de lutte contre les épidémies de l'extrême nord. La résurgence de la maladie coïncide avec le retour des pluies. Les eaux de ruissellement ramènent à la surface des excréments, car dans plusieurs communautés, la défécation à l'air libre reste une pratique courante. S'y ajoute la rareté de l'eau potable, les problèmes d'hygiène, autant de facteurs qui favorisent la propagation du choléra. Cette épidémie dépasse les frontières. Le Nigeria voisin est également touché depuis le mois de mai et le Tchad a récemment enregistré 13 décès liés au choléra. Les deux derniers quarts de finale de la CAN féminine ont déjoué tous les pronostics. Dans un premier temps, le Cameroun, porté par une gardienne héroïque, a éliminé les championnes en titre du Nigeria. C'est ensuite le Malawi, que personne n'attendait aussi loin dans la compétition, qui a réussi à renverser le Ghana. En demi-finale, le Cameroun retrouvera le Maroc, tandis que le Malawi affrontera l'Algérie. Dans le quart de finale qui opposait le Cameroun et le Nigeria, le Super Falcon arrivait favorite. Ces statuts avaient même été concédés par la sélectionneuse camerounaise Valentine Guélé, qui voulait que ses joueuses puissent jouer libérées de toute pression. Le match a commencé timidement sans grande animation offensive de deux côtés, mais le Nigeria s'est fait surprendre. Myriam Niazou a mis le feu aux poudres avec un sublime coup de franc tiré direct depuis les 30 mètres, battant complètement Danozi, la gardienne nigériane. Le Super Falcon ont cependant rappelé qu'elle n'était pas championne en titre de la CAN pour rien. Leur riposte ne s'est fait pas attendre. Le dernier quart de finale qui opposait le Malawi au Ghana était sûrement le plus inattendu des quatre.
En effet, peu de gens attendaient le Malawi aussi loin dans la compétition pour la première CAN de son histoire. Cette victoire offre aussi au Malawi la première qualification de son histoire à une Coupe du Monde. Le 13 septembre 1996, le rappeur américain Tupac Shakur mourait après avoir été touché par des tirs quelques jours plus tôt en pleine rue à Las Vegas. Et 30 ans plus tard, un procès s'ouvre lundi 10 août pour tenter de résoudre ce meurtre. Duane Davis, dit Kifidi, l'ancien membre du gang des Crips, est accusé d'avoir organisé et participé à cet assassinat jamais élucidé. Dans les années 1990, Tupac Shakur est l'un des rappeurs les plus connus de la planète. Son meurtre alors qu'il circulait en voiture à Las Vegas dans la nuit du 7 septembre 1996 est donc particulièrement scruté. Mais pendant des années, l'enquête piétine. Les 4 occupants de la Cadillac blanche qui transportaient le tireur restaient introuvables. Le meurtre est alors devenu l'un des cold casts les plus célèbres des États-Unis, objet de débats sans fin entre fans de musique. Mort à 25 ans, Tupac était une figure clé de la fameuse rivalité entre les scènes rap de la côte ouest et de la côte est des États-Unis. Le mystère a toutefois commencé à se dissiper ces dernières années puisque Kif D, ancien trafiquant de drogue et ex-chef de gang, a affirmé à plusieurs reprises publiquement être impliqué dans l'assassinat du rappeur sur fond de rivalité. Arrêté en 2023, l'homme de 63 ans est accusé d'avoir fourni l'arme qui a servi à tuer Tupac. Les 3 occupants de la voiture, identifiés depuis, sont décédés. Le procès prévu pour durer 4 semaines permettra peut-être de se conclure cet épisode de la culture urbaine américaine. Duane Kifdi risque la prison à perpétuité incompréhensible. Après 1 an et demi de négociations, la Syrie et la Russie sont parvenus à un accord sur l'avenir des 2 bases stratégiques russes situées sur la côte méditerranéenne, annoncé dimanche 9 août la diplomatie syrienne. Ces bases militaires russes avaient été largement utilisées pour soutenir le président Bachar al-Assad pendant la guerre civile. La Russie était une alliée indéfectible de Bachar el-Assad et ses bases avaient surtout permis à Moscou, principal allié politique et militaire, de soutenir l'ex-président syrien dans la guerre civile syrienne à partir de 2015 en bombardant les rebelles. Ce soutien aérien capital a aussi permis à l'ancien président syrien de se maintenir au pouvoir jusqu'à sa chute en 2024. L'aéroport de Tartus et le port de Meimim étaient les seuls avant-postes militaires officiels de la Russie en dehors de l'ex-URSS. Encore opérationnel durant les négociations, il devrait être transformé en centre conjoint de formation, a déclaré le ministère syrien des Affaires étrangères. Les autorités de Damas récupèrent par ailleurs la gestion des installations civiles de ces 2 sites. Elle représente donc le contrôle de ces bases clés de la présence russe dans le pays. Le processus aura 3 mois pour aboutir, selon l'agence de presse officielle syrienne Sana. Moscou n'a pas commenté cette annonce dans l'immédiat. Malgré la proximité russe avec l'ancien régime, les nouvelles autorités syriennes n'ont jamais vraiment rompu leurs liens avec Moscou. Elles ont même maintenu un canal diplomatique. Depuis son accession au pouvoir, le président Ahmad al-Shara a été reçu 2 fois à Moscou par le président russe. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.